j'accueille mes invités, mes intervenants, les trois personnes ici qui sont sur la table, autour de la table, et qui vont chacun intervenir pour nous parler de leur expérience et pour nous parler aussi de la manière dont ils ont une vision peut-être un peu différente de la nôtre, leur expérience aussi académique, leur expérience sur le terrain, etc. Et puis alors on va venir vers vous pour poser des questions après les interventions des trois intervenants, si vous êtes d'accord. Voilà. Et donc, je donnerai la parole en premier lieu au docteur Hadji, parce qu'il est pressé, et donc il va passer un petit moment, et donc d'ici 19h, il va nous quitter pour laisser la parole aux autres intervenants. Donc, docteur Hadji, vous avez la parole. Merci. Un grand merci, Sidi Hassan, pour cette invitation. Mesdames, bonjour, bonsoir plutôt. Je me réjouis d'être parmi vous aujourd'hui, ce soir. Et en fait, vous savez que les Grecs, ils ont divisé les choses entre la rime et la raison, entre l'émotion et la raison. Et on associe l'émotion aux femmes et la raison aux hommes. Mais maintenant, on découvre que l'intelligence émotionnelle est beaucoup plus importante que la raison. Donc, à mon sens, cette division n'était pas valable, parce que l'homme est une entité indivisible. L'homme et la femme, ils sont indivisibles. On a besoin d'une intelligence émotionnelle, comme on a besoin d'une raison structurante qui donne cohésion et cohérence à notre manière de penser, de voir le monde, pour être effectif, pour pouvoir bien agir. Donc je salue le travail que vous faites. Et en fait, nous sommes tous interpellés par les événements qui secouent le monde aujourd'hui. Nous avons le sentiment d'être perdus. On ne comprend pas trop ce qui se trame autour de nous. On vit dans une culture numérique qui nous donne l'illusion ou l'impression qu'on est dans un monde ouvert, mais en fait, de l'ouverture, il n'y a rien que le nom. On vit dans des bulles algorithmiques et on se croit intelligent et que nous vivons dans un monde ouvert. Donc, on a l'impression qu'on est manipulé et qu'on ne comprend pas le sens où allons-nous, où nous dirigeons. Certes, bonjour, on parle beaucoup de déradicalisation, à telle enseigne, à tel point que la déradicalisation est devenue parfois, ma foi, est devenue comme une industrie. Je ne sais pas comment y procéder, comment déradicaliser quelqu'un. Mais si on voulait déradicaliser, déjà le mot radicalisation n'est pas toujours mauvais. Quelqu'un, vous savez que quelqu'un qui n'a pas, parfois nous avons des problèmes avec des gens qui n'ont pas de racines, qui sont, parfois avoir des racines c'est nécessaire, c'est bien, ça vous permet de comprendre d'où vous venez et ça vous donne un ancrage, ça vous donne un ancrage et ça vous donne une force. Donc parfois ces phénomènes que nous voyons autour de nous, de violence, de criminalité, ne sont pas nécessairement ancrés dans une religion, dans un texte religieux, mais c'est un monde à part. Ce sont des frustrations, des gens qui se sentent comme des laissés-pour-compte, dans la plupart du temps issus de milieux criminels, avec un passé parfois criminel aussi, et ils trouvent une justification pour leur penchant criminel dans un discours religieux qui corroborait leur penchant. Donc il est de notre devoir de travailler ensemble pour séparer le bon grain de l'ivraie, pour pouvoir distinguer et pour, en fait,
aider à consolider les bases d'un vivre ensemble. Nous vivons ensemble et c'est vrai que l'Europe, ces 10 dernières années, on sent qu'elle devient un peu fragile. Il y a beaucoup plus d'inquiétude, beaucoup plus de sentiments de peur. Si vous voulez, le sentiment dominant aujourd'hui en Europe, c'est la peur. C'est pourquoi beaucoup plus d'Européens se définissent par rapport à la géographie. Avant, on croyait dans une globalisation. On prêchait nos valeurs au-delà des limites géographiques de l'Europe. On voulait, en fait, exporter nos valeurs. Mais maintenant, on ne parle plus d'exportation de valeurs. On dit la protection de nos valeurs. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? On se définit géographiquement. On a peur de l'invasion externe. Donc, il y a une certaine fragilité. Et il est de notre devoir, nous, musulmans vivant en Europe, de contribuer à rassurer la société, de chercher les valeurs communes, de travailler ensemble pour vivre ensemble. Il est de notre devoir. Car, moi je dis que si l'Europe tombe, les répercussions vont se sentir chez les voisins avant d'être ressenties ici en Europe. Pourquoi? Parce qu'au moins l'Europe présente un modèle vivable vers lequel les énergies dans les pays voisins tendent. Si ce modèle tombe, on va se trouver face à un néant, à un vide, à un vacuum. Et ça va être néfaste pour tout le pourtour méditerranéen. Donc il est de notre devoir en tant que musulmans vivant en Europe de travailler, d'œuvrer pour préserver la cohésion sociale et pour faire sortir en fait l'Europe de ce sentiment, de libérer l'Europe de ce sentiment de peur et de construire l'Europe de demain. Malheureusement, avec la montée du populisme, on sent qu'on perd la raison. On ne raisonne plus. On est fier d'être belge, on est fier d'être hollandais, on est fier d'être musulman. Mais en fait, ça ne veut rien dire d'être fier d'être juif ou d'être fier d'être chrétien, d'être fier... Moi, ce que j'ai appris pendant mon expérience ici, j'ai appris à ne plus penser l'identité en termes de qui suis-je, mais plutôt de dire que suis-je en train de faire. Parce que l'homme se définit par ce qu'il fait, par son agir. J'ai beau dire que je suis fier d'être marocain, je suis fier d'être belge, et après, ce qui compte, ce n'est pas votre appartenance, ce qui compte, c'est votre responsabilité morale. Samuel Huntington, par exemple, quand il parlait de clash of civilizations, le clash des civilisations, les conflits entre civilisations, il disait que nous devons nous entretuer, nous devons guerroyer l'un contre l'autre. Pourquoi? Parce qu'on est différents. Puisque vous êtes différents de moi, donc, par nécessité, on doit guerroyer. C'est ça la théorie de clash of civilizations. Moi, en lisant le Coran, j'ai trouvé toute une autre logique. Vous connaissez le hasana ou le sayyi'a. En fait, la tastawi al-hasanatu wal sayyi'a, il est écrit d'une manière très claire dans le Coran que les bonnes actions ne sont pas comme les mauvaises actions. Donc il est de votre devoir d'avancer la bonne action. Et de la sorte, si vous avancez les bonnes actions, qu'est-ce qui arrive? Vous faites sortir votre ennemi de son état d'ennemi vous faites de votre ennemi un ami. Waliyun hamim. C'est-à-dire ce passage de cet état d'ennemi à cet état de fraternité, ce n'est pas par l'essence, parce que nous sommes, mais c'est parce que nous faisons. Si j'avance un bon acte, je peux faire sortir l'autre, ou bien je peux changer, modifier le rapport et le faire sortir d'un état de conflit vers un autre état. C'est-à-dire que nous devons assumer nos responsabilités morales et ne pas puiser un avis dans le texte qui justifierait mon action. Le texte nous renvoie toujours à notre contexte de vie. Moi, je ne peux pas tuer et essayer de trouver dans le texte une injonction qui justifierait mon acte. Non. Le texte
nous renvoie toujours à un contexte. Et ma foi, moi ici, quand je rentre dans un café, personne ne me demande ma carte nationale, ma carte d'identité. Je peux m'asseoir comme je veux. Donc, je dis que dans cet état de choses, dans cette civilisation où nous vivons en paix, il y a une coexistence, cohésion sociale. Il faudrait la préserver et c'est une des valeurs universelles que nous devons préserver. Et il y a certains esprits qui veulent, bien sûr, donner à cet état de cohésion un label. Dire que c'est malheureux parce que ce n'est pas la paix à l'islam, islamique ou la paix juive ou la paix catholique ou la paix laïque. Non, ce qui compte, c'est la paix. Cet état de choses, nous devons tous travailler pour le conserver. Parce que ce sont des valeurs suprêmes qui nous permettent de vivre ensemble. Et il est de notre devoir moral, en premier lieu, de préserver la paix. Donc, sans trop m'attarder sur... parce que je crois que ce que j'ai dit pourrait contribuer à ouvrir un espace de questionnement. Si vous avez des questions, je suis à votre entière disposition. Malheureusement, je dois vous quitter vers 7 heures parce qu'il y a un autre engagement. Donc ça va, on a encore 20 minutes avec vous. D'accord. Un grand merci. Merci de Dr Hadji, donc Dr Hadji, le secrétaire général du Conseil européen des oulémas marocains ici en Belgique. Et donc voilà, bien sûr, dans son intervention, il parle du radicalisme comme une industrie. Il dit que souvent ce sont des frustrations en fait qui sont parfois chez des jeunes, etc., qui sont refoulés vers en fait un état d'esprit et transformés à un discours religieux. Et il parle plus en fait de la manière dont il faut sauvegarder la cohésion sociale et créer des interactions sociales pour promouvoir la paix et le vivre ensemble. Donc je donnerai la parole à mon voisin de droite, à M. Jacques Hanon. Donc Jacques Hanon qui a une quarantaine d'expériences ici sur le terrain, qui a beaucoup travaillé aussi dans le cadre de la cohésion sociale. Et je pense que ça peut être une bonne idée de rebondir sur l'idée de la cohésion sociale, vu que vous êtes vous-même en fait un intervenant vraiment dans ce domaine-là. D'accord. Tu me laisses combien de temps ? Le temps que tu veux. Oui, donc Jacques, je m'appelle Jacques. J'habite le quartier. Je suis venu à pied, 15 minutes. J'habite du côté de la rue Marie-Christine, pour ceux qui sont du quartier. Je suis né là. Et je suis prêtre catholique. J'étais professeur à Molenbeek pendant 7 ans, en école professionnelle. Et puis, ça fait une trentaine d'années pendant lesquelles j'ai été responsable d'un mouvement de jeunes centré sur l'éducation des jeunes milieux populaires du monde ouvrier, au niveau belge et international. J'ai repris une collaboration avec ce mouvement depuis 4 ans. Donc je travaille avec un Colombien, un Vénézuélien, un Brésilien, un Indonésien, un Philippin, une Allemande, qui forment le noyau responsable ici, à Schaerbeek, à côté de la gare de Schaerbeek. Je voudrais dire ceci. Je suis né en 1943, en fin décembre, et sous les bombardements. Sous les bombardements alliés qui voulaient freiner le recul des Allemands, des nazis. Et les bombes sont tombées en face, et donc je suis un rescapé des bombardements. Ma mère m'a raconté ça 1 millier de fois. Si je vous raconte ça, c'est parce que c'est peut-être à partir de cet événement-là que je me sens en affinité avec ceux qui, à cause de la guerre, doivent quitter leur pays et être réfugiés. Ma famille a été réfugiée
tout près de Bruxelles, et pendant quelques mois. Je peux comprendre les familles de réfugiés qui sont pendant des années et des années hors de chez eux, hors de leurs racines. Mais donc ça m'aide, cette expérience que j'ai faite et de ma famille, à me sentir en affinité avec ces gens-là. Nous étions aussi, dans ma famille, 7 enfants, famille nombreuse. Mon père était le seul à travailler, petit employé communal, et donc on a vécu certaines difficultés au niveau financier. Si je vous raconte ça, ce n'est pas pour vous faire pleurer, mais parce que je me sens vraiment en affinité avec les familles qui ont de nombreux enfants et qui sont, pour partie, issus des immigrations et qui sont ici mes voisins, dans mon quartier. Et je retrouve là de nouveau des points communs avec eux. Et quand j'écoute les jeunes ou les enfants, je sens parfois ce que moi-même je vivais lorsque j'étais enfant et jeune. On était une famille très modeste, et donc l'école a été pour moi une voie royale pour accéder à, on va dire, une place et une responsabilité ou une participation active dans la société. L'école était une école plutôt pour bourgeois. Et moi, fils de classe modeste, je me suis senti la mission et obligé d'être premier de classe pour me sentir intégré dans cet univers-là, scolaire. Et j'ai pu aller jusqu'à l'université, je suis docteur en droit. Je peux comprendre aussi ceux qui, dans les associations avec d'autres, j'ai pu mettre sur pied ici dans le quartier, école de devoirs pour enfants et aussi aide scolaire pour les jeunes du secondaire, je peux comprendre. J'ai réfléchi sur moi-même et je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça avec d'autres? Et je pense que c'est parce que moi-même, j'ai, au travers de l'école, vécu cette possibilité de m'intégrer et activement et d'avoir une reconnaissance dans la société. Et ça, je voudrais le transmettre et le permettre à d'autres. Donc, il y a une différence. C'est que moi, j'ai vécu ça dans les années qu'on appelle les 30 glorieuses après la guerre, des années de croissance économique. J'ai vécu ça parce qu'à la maison, il n'y avait pas TV, il n'y avait pas voiture, il n'y avait pas frigo, il n'y avait pas essoreuse. Et donc, ma mère était une chef d'entreprise, d'une entreprise familiale, à devoir organiser sans ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais donc, on a vécu une croissance, un accès à une consommation. On a eu des droits, on a eu des avantages, il y a eu des acquis sociaux qui ont pu être conquis par les organisations ouvrières, par exemple. Aujourd'hui, les familles avec lesquelles je me sens en affinité ne vivent pas cette croissance et ces possibilités qu'une croissance bien redistribuée permet et apporte aux familles, aux enfants, aux jeunes, pour se fixer un avenir. Donc je peux à la fois comprendre à partir de mon expérience la situation des jeunes d'aujourd'hui et en même temps je me dis ils ont plus de difficultés que ce que moi j'ai pu vivre. Si je vous raconte ça, c'est parce que je pense
que nous devons nous radicaliser. J'aime bien ce mot, radical. Ça signifie racine. Il faut que nous retrouvions nos racines. Ces racines sont nombreuses et multiples. Je vous en ai raconté seulement quelques-unes qui sont les miennes. Mais c'est à partir de ces racines qu'on peut découvrir des éléments communs. Se sentir solidaire, pas seulement sentimentalement, affectivement, mais parce qu'on a une expérience commune, on a une souffrance commune, on a un espoir commun. Si on se met ensemble, le mot racine signifie aussi trouver du sens. Trouver du sens. Si on ne reconnaît pas ou connaît pas ses racines, disait quelqu'un, on ne peut pas construire un futur, ni son futur. Donc, oui, radicalisons-nous, recherchons, reconnaissons nos racines, trouvons ce qui est commun dans nos racines, trouvons ce qui est commun dans le sens qui nous a portés, que notre famille, nos parents, nos grands-parents, notre contexte nous a apporté. Trouvons les éléments communs de ça pour pouvoir bâtir et construire quelque chose en commun qui nous a permis à nous de nous développer, à nous épanouir dans des contextes parfois difficiles, mais que nous voulons et que nous devons transmettre aux autres. Un dernier élément, parce que je pense que je parle un peu beaucoup, mais un dernier élément, dans tout le travail éducatif que j'ai eu l'occasion de faire avec ce mouvement Jeunesse ouvrière chrétienne, entre parenthèses, c'est un prêtre qui a mis ça en place ici il y a 100 ans à Laken. Hein? J'habite à 2 minutes de l'endroit de sa tombe. Mais il a eu 3 éléments qui me frappent encore aujourd'hui. Le premier, c'est un jeune du monde populaire, du monde ouvrier. Il appelait ça un jeune travailleur, une jeune travailleuse, vaut plus que tout l'or du monde. C'est inscrit au-dessus de sa tombe. Et pour moi, c'est un cri de revendication de la dignité du jeune du monde populaire et de jeune du monde ouvrier. Et ce cri-là, je veux continuer à le transmettre et à le dire aujourd'hui. Donc l'étiquette jeune immigré qui est négatif, stigmatisé, il faut qu'il fasse place à ce jeune vaut plus que tout l'or du monde. Et c'est un cri de lutte aussi. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est voir, juger, agir. Cette méthode que ce prêtre catholique a mis en route, c'est une méthode qui part de la vie. Raconte-moi ta vie, toi le jeune, raconte-moi ta vie. Raconte ce que tu vis en famille, en toi-même, avec ton copain, ta copine, à l'école, dans le quartier, dans tes loisirs. Raconte le vécu. On part du vécu et on confronte ce vécu avec d'autres, mais avec d'autres en qui on a confiance, avec lesquels il y a une relation d'amitié. On appelle ça l'amitié libératrice. C'est extraordinaire ce que des jeunes ont comme capacité de se communiquer entre eux, de comprendre le vécu, la perception qu'on a
de son vécu, de l'équilibrer, de le partager, de le discuter, de le réfléchir, de partager les expériences, de créer la solidarité et d'agir pour le bien de la personne, mais pour le bien de tous ceux qu'il représente, car ce qu'il vit, d'autres le vivent aussi. Donc, voir, juger et puis agir, mais entre eux, par eux, pour eux. On est trop dans une attitude d'enseignant à partir de principes et de doctrines. Les valeurs, c'est hyper important comme référence, mais il faut laisser la parole aux jeunes, mais une parole qui doit être partagée entre eux, qui se corrige entre eux et qui, à un moment, peut alors être présentée. C'est d'une qualité et d'une profondeur et d'une force extraordinaire. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci Jacques. 2 secondes. Donc merci Jacques pour ton intervention. Et je pense qu'il est très important de souligner ici que l'intervention de Jacques, il nous a introduit vraiment dans la place du jeune, la place de l'enfant vraiment dans la société. Donc il est très important de laisser la place à l'enfant, de s'exprimer et d'avoir en fait un rôle à jouer dans la société pour qu'il puisse s'intéresser d'abord à sa scolarité, à l'école, etc. et en même temps que cet enfant puisse en fait retourner à ses racines. En comprenant bien son origine et ses racines, cet enfant peut trouver des similitudes à vivre avec les autres et à s'intéresser aux autres, etc. Voilà. Donc, Dr Hadji va nous quitter. Si vous avez des questions pour lui, avant qu'il ne quitte, avant qu'il s'échappe, donc c'est le moment. Soumaïa. Un point très important, vous avez parlé de cohésion sociale, d'identité. Et justement, bon, moi, enfant d'immigrés, donc je suis de la 2e génération d'immigrés, donc justement cette identité-là, on la vit au quotidien, parce que j'ai une double richesse, comme je dis, une double identité qui est pour moi une richesse, et non pas une difficulté, comme certains veulent nous le faire comprendre, parfois certains politiciens, malheureusement. Donc voilà, donc pour moi, n'est-il pas au jour d'aujourd'hui se poser la question de se dire pourquoi ces jeunes se sont radicalisés? Qu'est-ce qui a fait que ce jeune est parti dans un radicalisme? Monsieur Jacques Hanon a parlé d'un radicalisme par rapport à l'identité, aux racines, je suis d'accord avec vous, mais là un radicalisme religieux ou bien philosophique ou autre, donc qui n'est pas bon pour ces jeunes-là, et en même temps de se dire qu'est-ce qui a fait que ces jeunes se sont radicalisés. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, est-ce que la société au jour d'aujourd'hui ne doit pas se poser la question par rapport justement à cette identité, à cette stigmatisation que moi j'ai vécue pendant un certain nombre d'années, enfant d'immigrés, je porte un voile, donc automatiquement on nous donne identité de musulmane et non pas de belgo-belge. Moi je me sens belge avant tout ici parce que je suis née en Belgique et que j'ai grandi en Belgique. Donc pour moi, ces jeunes qui se sont radicalisés, pour la plupart d'entre eux, parce qu'ils ont vu leurs parents, qui sont venus dans les années 60, pour certains, ou grands-parents, qui ont baissé la tête, qui ont tout accepté, qui ont dit oui à tout, et qui ont eu un parcours assez compliqué. La première génération d'immigrés, que je salue aussi, parce qu'ils ont fait si on est là au jour d'aujourd'hui, c'est quand même aussi grâce à eux, ça d'une part. D'autre part, ces jeunes refusent justement maintenant, au jour d'aujourd'hui, de baisser la tête, et revendique cette double identité qui parfois la société ne l'accepte pas. Donc je pense qu'il y a un débat de fond à vraiment se poser et dire aussi à ces jeunes-là, soyez fiers de ce que vous avez et de cette richesse-là. Donc voilà, c'est ça mon intervention. Vous pouvez répondre. Moi je sens qu'être jeune ici en Europe n'est pas une chose facile, c'est très difficile. D'abord il faut avoir le sentiment d'être aimé. Malheureusement, on n'a pas le sentiment d'être aimé. On a le sentiment ou bien d'être un laissé-pour-compte, ou bien, maintenant on parle d'identité jetable, ou bien on parle de citoyen jetable. C'est-à-dire vous n'êtes pas citoyen à 100%, mais vous devez prouver que vous méritiez votre appartenance à cette citoyenneté. Sinon, vous serez jetable. Donc, la radicalisation dans le mauvais sens, pas dans le bon sens. La radicalisation, moi je trouve qu'il y a
une multitude d'éléments qui contribuent à la radicalisation. D'abord, il y a l'école, il y a la famille, il y a la société tout entière. Et puis, il y a un discours religieux culpabilisateur. C'est-à-dire, parfois, moi, je sens... C'est pourquoi j'ai dit que la radicalisation est devenue comme une industrie. Pourquoi? C'est comme une patate chaude qu'on essaie de jeter, de lancer dans les bras de l'autre. Oui, on a un problème, on va la lancer pour le imam. Vous êtes responsable pour déradicaliser les jeunes. Et qu'en est-il des rôles des politiques? Qu'en est-il des rôles des institutions économiques? Qu'en est-il des rôles de la société et de l'école et de la famille et tout? Je dis que il nous incombe tous la responsabilité, nous sommes tous responsables, ou bien nous travaillons ensemble pour relever ce défi, ou bien nous acceptons de nous dire des mensonges. Ce sont des mensonges, on se ment. Donc la radicalisation est un phénomène très complexe, c'est-à-dire ces jeunes qui vivent la religion pas comme un levier spirituel, mais comme un fardeau. Moi, je vous dis, je fréquente beaucoup les gens en Europe, on organise beaucoup d'événements au profit des jeunes. Je connaissais des jeunes qui étaient gays, souriants, mais une fois qu'ils se sont reconvertis à la religion, ils sont devenus comme s'ils portaient tous les problèmes du monde sur leur dos. C'est-à-dire, il y a un malaise, quelque part. Est-ce le malaise provient de la religion en elle-même, ou bien d'une manière d'interpréter les textes religieux, d'une manière d'interagir avec le texte, et d'une vision du monde qui, disant qu'il les culpabilise. Donc le jeune, il se sent coupable, il a une double loyauté, il a un problème de conjuguer l'appartenance et la croyance. C'est très complexe. Avant, moi, en venant du Maroc, par exemple, je sentais que croire et appartenir faisait une seule chose. Mais là, je me sens que je crois en l'islam, mais j'appartiens à une société qui n'est pas musulmane. Donc, il faut conjuguer. Cette conjugaison requiert beaucoup d'efforts intellectuels, beaucoup de travail et beaucoup d'amour. Il faut aimer ces jeunes, leur laisser un espace pour s'épanouir et les aider, et ne pas leur donner le sentiment qu'ils sont délaissés pour compte. Et ces jeunes aussi, parmi eux, il y a beaucoup d'énergie. Donc, à mon sens, il faudrait d'abord que la société donne le sentiment à ces jeunes d'être aimés. Il faut les aimer. Que vous êtes belge, vous êtes européen. Faute de quoi, je vais toujours constamment vivre avec le sentiment que je suis un outsider. La moindre erreur, le moindre dérapage, je suis exclu. Et ça, c'est très mauvais. Ça donne des êtres, des créatures très complexes, des créatures très infirmes, très mal à l'aise. Donc, en gros, le problème de la radicalisation, il est très complexe. Et il ne faudrait pas se cacher la face. Il faudrait travailler ensemble, mutualiser les efforts pour vraiment préserver cette cohésion sociale. Et il n'y a pas que la radicalisation religieuse aussi. La radicalisation religieuse, si vous voulez, elle est le reflet d'une autre radicalisation. Oui, et le pire, c'est que parfois, quand on est face à une radicalisation religieuse, on veut la traiter en ayant recours à une radicalisation politique. C'est comme si vous voulez éteindre le feu par le feu. Donc à mon sens, il faudrait un peu de sagesse et un peu plus de responsabilité. Donc le phénomène, il est complexe, on pourrait nous étaler, mais vous avez tout à fait raison, il y a une blessure d'identité, et pour un jeune, ce n'est pas toujours évident. C'est difficile. Docteur Hadji, on va vous garder encore un petit peu, je pense, malgré que vous êtes pressé. Mais il y a Madame Abdi qui va poser la question. Mais on parle de la radicalisation. C'est à deux sens, monsieur. Ce n'est pas un seul sens. Regardez maintenant ce qui se passe avec la nouvelle loi qui est descendue. Donc, on demande même aux enfants qui sont nés ici ou qui sont de nationalité belge, la moindre erreur et qui se font rattraper par la police, exactement, on ne peut même pas les passer devant un juge. Et qu'on donne la priorité totale à, comme on appelle ça, au service des étrangers, de l'expulser. Vous ne croyez pas ça, que ça pousse aussi à la radicalisation et aussi des gens qui deviennent des bombes à retardement? Déjà une chose.
Point de vue religion, c'est parce qu'il n'y a pas de contrôle dans les mosquées. Et il y a des gens qui n'ont jamais fait des études de l'islam, parce que l'islam, elle est tout à fait innocente de tout ce qu'on lui a attribué. Je suis musulmane, je suis fière, je pratique, mais je suis quand même tolérante, je m'habille, je mets mon pantalon, je mets mon short, je mets en maillot. Ça n'a rien à voir, je vis dans une société dont je fais partie. Et nous sommes tous ici, on fait partie, qu'on a des voiles, qu'on n'a pas de voiles. Les voiles, chacun a sa manière, chacun a ses limites, chacun a ses, comment on appelle ça, à son éducation, à sa façon. Mais la religion elle-même ne change pas. Et il n'est pas temps de voir quand même ces imams qui ont été que de frais dans les mosquées, dans les pays, et viennent ici avec leurs idées, parce qu'ils ne veulent pas que sa femme s'habille en short, il dit haram short. Parce que sa femme, elle veut pas ou sa fille ne veut pas qu'il aille comment on appelle ça, au cinéma, elle dit haram cinéma. Il faut aussi que l'État belge, les États musulmans aussi, ils doivent intervenir pour changer cette société. Pas à nous tout seuls. Maintenant, ça se dit ici comme ça, mais comment les gens ils vont quand même passer aux actes? Il faut plus sensibiliser. C'est bien l'événement, très très bien, j'admire et je serai toujours présente et je remercie toutes ces femmes qui ont laissé leurs enfants et sont venues ici. Mais il ne se fait pas d'un seul débat, il faut des débats, il faut quand même écrire, il faut des pétitions, il faut se battre pour changer quand même l'image de l'islam. Tant que l'islam est touché, on est touché. Ça c'est déjà d'office, que nous sommes nés ici, que nous avons une nationalité ou pas. Parce que moi je trouve c'est pas acceptable quand on me dit une belge issue d'immigration. Alors, ou je suis belge ou je ne suis pas belge. Si je ne suis pas belge, je ne peux pas me donner la carte d'identité belge. Alors, donc, il y a un travail à faire vis-à-vis la politique, vis-à-vis la société civile, vis-à-vis les gouvernements des pays musulmans arabes et aussi la Belge. Merci Madame Abdi. On va rajouter la question de Madame Touria et puis vous allez répondre et on va vous laisser partir. Hein. Désolé. Progresser dans ce sens et l'agrandir de plus en plus et le faire mixte, puisque ce jour-ci on a privilégié pour les femmes parce qu'on trouve que la clé est dans la main des femmes pour l'éducation, mais en même temps je n'aime pas le mot radicalisme et pourtant je sais que Jacques, il veut dire par radicalisme, c'est les racines et nos racines et nos origines. Mais tout le monde ne le comprend pas comme ça. Et j'ai l'impression qu'avec ce mot-là, on a joué et on a laissé le plus important. L'éducation de nos enfants a été mal faite. L'éducation de nos enfants dans les mosquées a été mal faite. Alors, ils ont été mal accueillis, mal éduqués, mal informés, endoctrinés, ou je ne sais pas comment est-ce qu'on peut employer des mots qui sont très forts pour essayer de choquer un petit peu, faire l'électrochoc, parce qu'on a besoin de le faire pour le moment. Le citoyen a besoin de travailler l'éducation de son enfant, et des enfants et des jeunes, et le citoyen est là pour ça. Alors, s'il vous plaît, essayez de donner les bonnes clés pour qu'on avance ensemble. Parce que la radicalisation, elle peut être interprétée de toutes les manières qu'on peut s'imaginer. Il y a des jeunes qui vont l'interpréter d'une manière, il y a une maman qui va l'interpréter d'une manière, il y a une autre maman qui va l'interpréter d'une autre manière, le papa c'est pareil, le professeur c'est pareil, etc., etc. Et on ne passe pas le même message en fin de compte. Et on veut pourtant le même message. Donc c'est quoi? Travaillons plutôt l'amour. Transmettons l'amour. Et je pense que ça va un petit peu dissiper ce mot-là. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais moi c'est ça ma question et ma... Merci. Merci Madame Touria. On va donner la parole à Monsieur Haji. Je crois qu'il y avait une question, Madame. Madame la dernière. Vous voulez poser la question aussi à Monsieur Haji? D'où ils viennent? Parce que quand ils ne savent pas d'où ils viennent, ils doivent se chercher une identité quelque part. Et des fois, ils le trouvent du mauvais côté. Donc il faut connaître ses racines, pas seulement parce que vous avez dit ce qu'on fait, on est ce qu'on fait, mais on est aussi ses racines. Parce que ces racines, on les garde, on les garde toute la vie, quel que soit le cas. Si tu es basané, c'est pas parce que tu as fait quelque chose, c'est parce que tu as des racines qui viennent d'un autre endroit. Donc tu es différent déjà physiquement. Donc ça fait aussi quelque chose. Donc pour moi, il y a les origines. Il y a l'islam, ça c'est important, et donc pour moi il faut jouer sur les deux côtés. Donc il y a les origines, l'islam et la société dans laquelle on vit. Donc pour moi il faut essayer de faire, c'est pas évident, mais il faut essayer
et je pense que ça n'a pas été toujours fait, notamment par les parents, c'est que les parents n'ont pas toujours donné aux enfants la possibilité de connaître leurs racines. Parce qu'ils sont venus ici, c'était des gens souvent que, bon, ben, là-bas ils vivaient leur vie, je dirais qu'ils savent d'où ils viennent, etc. Puis quand ils sont venus ici, ils se sont retrouvés avec une société qu'ils ne connaissaient pas du tout, et ils se sont vraiment refermés, je pense. Donc, les sociétés se sont refermées, parce que moi je me souviens quand j'étais jeune, donc on nous a couvés, parce que la société belge était complètement différente, une autre religion, une autre apparence. Donc quand on est venu, on s'est refermé. Et donc ça c'était le problème, ils se sont refermés, et au niveau de la religion, au niveau des connaissances, on nous a donné, disons, le minimum. Voilà, parce qu'eux-mêmes ne connaissaient pas toujours. Souvent, là d'où ils venaient, eh bien, il y avait une personne qui connaissait la religion. Hein, le khaddam ou des choses comme ça. La personne elle-même, en général, les gens n'ont pas étudié, ne savaient ni lire ni écrire. Donc, comment voulez-vous qu'après une société où tout se fait sur lire, écrire, etc., ces parents-là puissent aider un peu leurs enfants? Et ce qu'il y a aussi, c'est que nous, on est issus d'une société où on n'exprime pas toujours. Donc là, les parents aiment leurs enfants, mais l'exprimer, c'est autre chose. Et ça a continué pendant longtemps. Et je trouve que donc le fait de ne pas exprimer par rapport à son enfant, ou de ne pas laisser son enfant s'exprimer, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas pu s'exprimer par rapport aux parents. Parce que les parents, c'est pas qu'ils ne voulaient pas, c'est qu'ils ne pouvaient pas. Ils ont été éduqués comme ça. Donc c'est pas facile de changer le rapport avec les parents et la manière dont... Et bon, pour ça, je trouve que ce que Touria a dit, donc c'est important, c'est de montrer aux enfants qu'on les aime, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs racines. Et voilà. Rassurez-vous, le débat va continuer. On va seulement donner, M. Hadji va répondre parce qu'il va partir, il est pressé. Et puis on va continuer, encore Madame qui va intervenir. Et puis on va continuer le débat. Rassurez-vous, tout le monde va avoir la parole pour discuter. Pour ce qui est de l'identité, on ne peut pas dicter à quelqu'un une identité. L'identité n'est pas à dicter. Chacun compose son identité à partir, en interagissant avec le réel, avec le passé, avec le monde, le mot, le moi, le monde, on construit sa propre identité. Moi, je peux définir un animal comme étant méchant, ou bien comme étant, je peux définir un lion comme étant féroce. Pourquoi? Pour me prémunir de ces dangers. J'ai fait l'expérience, j'ai vu qu'un lion a mangé une personne humaine, donc je conclus que le lion est féroce, pour me prémunir de son danger. Je vois un chat et je lui colle une identité. Je dis, le chat, il est domesticable. C'est un animal que je peux domestiquer. Mais je vois un Africain de couleurs différentes, je ne peux pas dire qu'il est méchant, qu'il est bon. Pourquoi? Parce que c'est un être humain. Et l'être humain, c'est ça ce qu'on voulait déconstruire, la question de l'identité telle qu'elle est posée, et proposer une autre manière de se redéfinir. Ce qui importe pour nous, c'est qu'il y a l'échelle des valeurs, et moi je grimpe et je descends dans cette échelle de valeurs. C'est-à-dire parce que je fais. C'est pas parce que je suis noir, je suis marocain, je suis belge, que je mérite l'humanité tout entière. Non, c'est que parce que je suis en train de faire. Donc l'humanité, c'est à gagner. Ce n'est pas quelque chose de figé, je suis comme quelque chose de figé. Non. Parce que je fais, je grimpe dans l'échelle de l'humanité ou bien je descends dans cette échelle. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres responsables. On doit être responsable. L'origine, c'est important. L'origine, ça m'aide à comprendre le monde. C'est une vision du monde. C'est un rapport par rapport au passé. C'est nécessaire. Mais nous, par exemple, si je prends le cas des musulmans, on se définit non seulement par le passé, mais par une orientation. Quand vous dites l'Umm en arabe, l'Umm, la mère, elle découle de la même racine que, par exemple, l'Umm, c'est l'origine, mais Amma ya Ummu, c'est-à-dire c'est s'orienter. L'imam, ou bien c'est s'orienter. C'est-à-dire on a l'origine et une orientation. Donc l'origine, elle est importante. Il faut vouloir dicter ou bien dicter à quelqu'un de changer son origine, ça c'est lamentable.
On a suivi les débats en France, par exemple, qui voulaient que les jeunes musulmans changent pour s'intégrer, pour appartenir à l'Europe, à la France, vous devez changer votre nom. Moi, je peux pas changer mon nom pour m'appeler Patrick pour devenir musulman. Vous me dictez une identité, mais moi, je m'enrichis par ma culture européenne. J'ai appris quelques langues européennes, j'ai fréquenté quelques idées européennes, j'ai vécu dans le contexte européen, j'en suis fier, ça m'a enrichi, ça m'a élargi ma vision du monde. Mais aussi, je veux porter ma contribution à cette société et contribuer à cette cohésion, parce que moi aussi, je peux être et je suis une source de richesse. Donc l'humanité, pour les intelligents, pour habiter le monde ensemble, on peut s'enrichir de notre expérience, de nos expériences mutuelles. Mais il y en a qui sont dans une autre logique, c'est-à-dire ils cherchent l'exclusion. Donc, mais l'intelligence, consiste à demander la question de savoir comment mutualiser les efforts pour garantir une certaine paix, une certaine sécurité, un certain vivre ensemble. Et pas vivre dans l'ensemble uniquement, parce qu'il y a parfois, on confond vivre ensemble et vivre. Voilà. Donc, à mon sens, le débat, j'espère qu'il y aura d'autres occasions où on pourra élaborer avec un peu plus de détails. Je suis très désolé parce que je sens que il y a des idées qui veulent sortir, mais je dois m'arrêter, tout en espérant qu'il y a une autre rencontre où on pourrait approfondir le débat. Le débat va continuer. En tout cas, un très grand merci. Et je suis très désolé. Merci beaucoup. Donc, comme vous avez bien entendu, donc, pour Dr Hadji, l'identité est un ensemble, est un processus qui se construit. C'est un ensemble de je suis berbère, je suis arabe, je suis marocain, je suis musulman, je suis chrétien, je suis belge. Donc c'est un ensemble qui fait que la personne est en équilibre. Voilà. Donc la personne est prête à vivre avec les autres tels qu'ils sont, tels qu'ils vivent dans la société. C'est ça la définition de l'identité, comme M. Hadji essaye de vous expliquer. Donc on va passer tout de suite à l'intervention de Nekhama, donc, qui est directrice des programmes au Centre communautaire juif, ici à Bruxelles. Et après, on va passer donc à d'autres questions-réponses. Et croyez-moi, vous allez tout avoir la parole. Et puis, en rebondissant sur l'idée de Touria Mankour, donc aujourd'hui, le but ou l'objectif général que nous avons fixé ensemble, c'est vraiment de vous permettre à vous, après, de vous rencontrer et d'essayer justement d'élaborer peut-être d'autres idées, d'autres champs d'action pour vous regrouper, peut-être en association, j'en sais rien, mais vous donner la possibilité aujourd'hui d'avoir en fait cet esprit d'équipe. Voilà, vous allez toutes parler de la radicalisation, chacune parmi vous donc a une idée, une perception, un regard par rapport à la problématique. Il y a même des personnes ici qui sont concernées directement par ces problèmes de radicalisation. Et donc peut-être qu'après le débat, on prendra tous et toutes ici un verre ensemble et en allant vraiment vers quelque chose de concret et peut-être pourquoi pas organiser autre chose plus grand avec toutes ici autour de la table. Donc la parole est à vous, Nekhama. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci aux intervenants, merci à Hadji qui est parti, messieurs. Merci mesdames d'être ici ce soir, merci pour l'invitation. Je vous en prie. C'est très gentil, c'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Voilà, je m'appelle Nekhama Uzan, je viens de Paris, je vis ici à Bruxelles depuis 13 ans et je suis directrice des programmes au Centre communautaire juif européen. Je vais vous emmener juste mon petit grain de sel dans ce très beau débat et très important débat, mais je pense que le débat aujourd'hui va surtout venir de vous que de nous. Je pense que ce qu'on a entendu déjà maintenant, il y a énormément de merveilleuses idées et qui doivent être entendues et on est là justement pour les faire sortir et pour s'écouter. Donc je vais juste ramener un petit élément de réponse et après je pense qu'on va laisser cours aux discussions. Ma maman est marocaine. Mon papa est tunisien, je suis née à New York et mes enfants, je vis à Bruxelles et mes enfants sont nés à Paris. J'ai dû faire mon passeport. Alors je suis partie à l'ambassade, enfin le passeport de mes enfants surtout, et puis j'ai dit, mes enfants sont français. Ah oui, très bien. Vous êtes née où, madame? À New York. Ah, d'accord. Et vos parents? Ma maman au Maroc, mon papa. Vous êtes sûre que vous êtes vraiment française? Je dis oui, effectivement, c'est une bonne question.
J'avais jamais pensé comme ça, mais en fait, je suis une enfant issue de l'immigration. Mais je l'avais jamais entendu avant. Donc, je pense que son identité, on se la forme doucement, doucement, dès son enfance, et on la constitue aussi en fonction de ce qu'on nous dit et ce qu'on entend autour de soi. Aujourd'hui, on n'est pas là pour pointer les problèmes, on est là pour trouver des solutions. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Touria, j'aime pas du tout le mot radicalisation, j'aime encore moins le mot déradicalisation parce que je pense qu'il n'est pas possible. Donc, mais je pense qu'on a vraiment besoin de travailler sur un ancrage. Et ça, j'y crois vraiment profondément en tant que maman de 4 enfants, en tant qu'enseignante. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est notre responsabilité de travailler sur un ancrage de la jeunesse. On a vraiment une énorme chance d'être en 2017, parce que 2017 vient avec énormément de progrès technologiques incroyables. Vous parliez tout à l'heure d'essorage et de choses que votre maman était la manager de la maison parce qu'il y avait tellement de choses à faire. Et aujourd'hui, on a tellement de facilités. Juste au bout de nos doigts, on a énormément de possibilités. On a énormément de progrès technologiques qui nous permettent énormément de choses. Et donc ça, c'est notre chance. Bien entendu, tout vient dans les deux sens, hein, d'accord? Donc ces progrès technologiques viennent, l'Internet vient aussi justement avec un accès plus rapide de nos enfants vers des étrangers et des sites qui sont dangereux pour eux, etc. Et donc il va falloir un petit peu jouer avec ça. Mais si on veut protéger nos enfants justement des dangers de ce monde-là, on va devoir passer par un ancrage. Et cet ancrage, pour moi, il est extrêmement important de passer un message qu'on doit passer. Vous disiez, madame, tout à l'heure, que des fois, on est dans des maisons où on ne parle pas beaucoup. On ne parle pas parce que c'est la culture, justement, de ne pas parler, de ne pas exprimer nos sentiments les plus profonds. Des fois, on est dans des maisons où, justement, il n'y a pas énormément d'éducation, il n'y a pas eu accès à l'éducation, et donc, automatiquement, les parents et les enfants se sentent en décalage l'un à l'autre. Les enfants vont à l'école, les parents ne savaient pas lire. Voilà, ma grand-mère, quand elle m'écrivait des lettres et que j'allais étudier aux États-Unis, elle m'écrivait en hébreu. Parce qu'elle ne savait pas écrire en arabe, elle ne savait pas écrire en français, mais elle savait uniquement écrire en hébreu. Donc, il y avait un décalage, bien entendu, mais j'ai gardé ces lettres, elles sont tellement précieuses, c'était sa langue et c'était sa manière de m'écrire son amour. En tout cas, nous, on se doit aujourd'hui de créer un ancrage dans nos enfants. Et de quel ancrage je parle? Je parle d'un ancrage, tout d'abord, humain. Voilà, tout à l'heure, Raji disait quelque chose de très intéressant, il disait vivre dans une société, c'est agir pour la société, c'est contribuer. Mais je pense qu'avant de contribuer, il est très très important de savoir qui on est et d'où on vient. D'accord? On dit qu'un arbre, il peut être le plus beau des arbres, avec des fruits fantastiques, mais s'il n'a pas de racines, il tombe, il s'écroule au premier coup de vent, d'accord? Mais un arbre qui n'est pas si beau que ça, mais s'il a des racines qui sont bien ancrées, un vent, 2 vents, 3 vents, il va rester, il va se remettre, il va pouvoir se ressortir, d'accord? Je pense que la raison pour laquelle nos enfants ont été influencés par des messages qui sont néfastes pour eux, c'est parce qu'ils manquaient de racines, ils manquaient d'ancrage pas uniquement dans leur religion, mais dans leur humanité, dans la base humaine qui est qu'on on est tous les mêmes êtres humains, on vient tous des mêmes racines, on est tous exactement pareils en fait. Vous, moi, juifs, arabes, musulmans, catholiques, bouddhistes, peu importe, on vient tous de la même racine. Et je pense que c'est de notre devoir de maman de le répéter à nos enfants que l'être humain est important. Je suis partie dans un café dimanche et je vais aux toilettes avec mon enfant et j'ai une petite fille de 4 ans. Et donc, je reste aux toilettes plus longtemps qu'elle. Et donc, elle sort la première et elle dit à sa voisine de toilette, elle lui dit « Madame, vous vous appelez comment ?» Alors, la dame lui dit « Je m'appelle Jeanne. » Elle lui dit « Moi, je m'appelle Raya et moi, je suis juive. Est-ce que toi, tu es juive ?» Et j'ai trouvé ça tellement intéressant qu'un enfant de 4 ans déjà a besoin déjà de comprendre qui je suis et qui est l'autre. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose que nos enfants nous demandent, d'accord? Et tout, ils doivent comprendre, est-ce que j'appartiens à ce groupe ou est-ce que j'appartiens pas? Et ce qui est très important de répéter à nos enfants, c'est peut-être que la personne est juive, peut-être qu'elle ne l'est pas. Mais en tout cas, on est tous des êtres humains, on a 2 yeux merveilleux, un nez, une bouche, des oreilles pour entendre que Dieu nous a donné. On a cette divinité qui est en nous. Et quand je parle d'un ancrage, je parle d'un ancrage spirituel. Et quelle que soit la spiritualité à laquelle vous avez envie d'adhérer, je pense que c'est important de faire comprendre qu'au-delà du dogme de la religion, qui est
pour certains importants, pour d'autres moins importants. Et ça, c'est un petit peu les couleurs qu'on va donner à notre aspect physique ou l'aspect de notre maison. Mais beaucoup plus loin que ça, il faut comprendre qu'au-delà de ce dogme, il y a une spiritualité qui est obligatoire, qui est tellement importante. Nos enfants nous le demandent aujourd'hui. À l'époque, on pouvait s'en sortir en disant juste à ton fils, toi tu es noir, toi tu es blanc, toi tu es jaune, toi tu dois porter un foulard, toi tu dois porter un... Ouais. Et ça marchait. Aujourd'hui, on vit dans un état qui est démocratique, où les gens parlent et les gens veulent aller plus profond d'eux-mêmes. On le sent même nous en nous-mêmes. On a besoin de réponses qui sont plus profondes que la simple différenciation entre les uns et les autres. Les dogmes ou le sens de la religiosité. Quelle longueur doit avoir mon pantalon, ma jupe, mon short ou peu importe, d'accord. On a vraiment une envie profonde d'aller au-delà de ça et d'aller dans sa spiritualité la plus profonde. Et donc pour ça, on a besoin d'outils. On peut pas, on n'est pas avec un mode d'instruction, on nous dit voilà ce que vous devez faire pour votre enfant. Non. Et je pense que les outils se trouvent à l'intérieur de nous-mêmes. Je pense qu'on a un vrai devoir d'introspection, vous et moi, chacune, avec elle-même. On doit vraiment se poser des questions sans se mentir. Il disait tout à l'heure, on a le choix, on peut se mentir, on peut parler, se mentir. Je pense qu'on a vraiment besoin d'honnêteté. On a besoin de mettre les cartes sur table. On doit se remettre la faute si oui, la faute a été là. Je pense que si mon enfant un jour il dit un mauvais mot sur un noir, eh ben je dois me poser ma question à moi. Qu'est-ce que j'ai pu dire un jour? Qu'est-ce qu'il a entendu dans les coulisses de ma maison? Peut-être que j'avais pas trop envie qu'il entende, mais peut-être qu'il l'a entendu. Qu'est-ce qu'il a sous-entendu dans le sous-entendement de mon rapport à l'autre? Je l'ai jamais dit, soit, parce que j'ai jamais voulu le dire et j'ai voulu être très polie. Mais peut-être que dans mon sous-entendement à l'autre et dans ma relation avec l'autre, il l'a quand même entendu, mon enfant. Parce que mon enfant est mon subconscient et qu'il sait exactement ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et je pense que si aujourd'hui on a des enfants qui touchent à des choses qui sont très néfastes pour eux, c'est que peut-être à l'intérieur de nous, on n'a pas aussi fait un nettoyage qui est assez correct et qui va assez loin. Et on doit prendre cette opportunité justement pour vraiment faire un travail d'introspection, de nettoyage, d'être une belle personne, une personne rayonnante, une personne qui aime l'autre juste parce qu'elle est humaine, et c'est tout. Et une vraie volonté de contribuer à cette société. On dit dans les prophéties de... Monsieur, vous allez peut-être me corriger, je ne sais plus de quel prophète, mais une des prophéties disait que la libération viendra par les femmes. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel je crois à 1000%. Quand je vois les femmes, comme je vous vois ici aujourd'hui, et d'autres femmes à d'autres interventions, vous les hommes, vous êtes extraordinaires, vous nous donnez le savoir et on est bien contents et nous on va continuer avec, mais on sait que les femmes, c'est elles qui mèneront la libération. Et c'est nous qui avons nos enfants, c'est nous qui les portons en nous 9 mois et c'est nous qui allons nous en sortir. Donc j'aimerais juste vous donner un message d'encouragement et de continuer dans votre travail de maman, d'enseignante ou même de personne dans cette société-là. Et courage et merci beaucoup pour ce soir. Merci Nechama. Merci Nechama pour ton intervention. Et bien sûr, l'introspection est très importante. Donc, introspection, ça veut dire voilà, que la personne doit faire un travail sur elle-même. Comme disait Socrate, connais-toi toi-même. Donc, connaître soi-même avant de juger l'autre, avant d'aller vers l'autre, etc. Il faut d'abord être en équilibre psychique et en bonne santé sociale pour pouvoir justement communiquer avec l'autre et communiquer avec la société qui nous entoure, etc. Et puis je suis d'accord avec elle, c'est les femmes qui vont conduire en fait et reconduire cette lutte, etc. Et c'est les femmes qui vont construire justement, c'est pour ça qu'on a organisé aujourd'hui ce débat-là, on l'a organisé, je l'ai organisé avec 2 femmes aussi, donc avec Soumaya et avec Touria, mais je crois à cette volonté, à ce destin qui pourra peut-être faire quelque chose demain, qui pourra peut-être vous initier à faire des miracles et à travailler sur cette problématique qui est la problématique de la radicalisation chez vous, dans vos familles, chez vos voisins, parce que vous êtes concernés, soit de près ou de loin, avec cette problématique et c'est un problème, c'est un phénomène qui va peut-être encore durer des années et des années. Il est temps, je pense, aujourd'hui, que vous vous organisiez entre vous justement pour lutter contre ce phénomène. Et donc, si vous avez des questions maintenant pour Jacques et pour Nechama, voilà. Donc, il y avait une question là-bas d'abord de Madame. Voilà. Donc, Madame. Voilà. Je vous en prie. La première question, c'est la question de l'exclusion scolaire. C'est très important, mes chères mamans.
C'est là où ça commence les problèmes chez les jeunes. Il s'agit d'une catégorie des jeunes qui sont trouvés dans des situations d'exclusion scolaire, les orienter vers des écoles professionnelles qui n'ont aucune importance, aucune valeur. Pourquoi? Parce que quand ils ont leur diplôme, ils vont vers la deuxième question que j'ai, l'exclusion du marché de l'emploi. Merci. Je essaye d'être bref pour donner la parole, en fait, pour que tout le monde puisse parler. Je donne la parole à Géraldine. Voilà, Géraldine, je t'en prie. Et que si la Belgique, elle est devenue ce qu'elle est devenue maintenant, c'est parce que mes parents, s'ils étaient d'origine étrangère, mes parents et mes grands-parents sont venus ici. Et la Belgique, elle est devenue ce qu'elle est devenue. Et si elle est devenue ce qu'elle est devenue, c'est grâce à leur travail. Que la Belgique, elle t'appartient à toi autant qu'à un Belge. Et c'est ça qu'il faut dire à vos enfants. Parce que bon, moi je suis belge, mais mes enfants sont musulmans, parce que je suis convertie. Mais mais j'ai pas pu le dire à mon fils. Et donc j'aimerais que vous le disiez à vos enfants. Et nous, c'est ce qu'on dit aux enfants qu'on rencontre dans les écoles. On leur dit, voilà, la Belgique, elle vous appartient. Ne croyez pas que vous êtes juste ici en voyage et que vous allez rester 10 ans et que vous allez partir ailleurs. Non, vous allez y vivre, vous allez construire, vous allez essayer normalement de construire une famille, vous allez essayer de trouver un travail. Donc, essayez d'y vivre comme si c'était votre propre pays. Vous avez la chance d'avoir deux origines, ben profitez-en, faites-en partager les autres, que les autres aussi puissent profiter de ces deux origines et apportez-leur ce que vous pouvez leur apporter. Mais surtout, respectez-vous. Oui, et pour préciser une chose, je vous donne la parole. Attendez seulement, une à la fois. Géraldine a créé l'association des parents concernés et c'est une association qui a beaucoup travaillé dans le domaine de déradicalisation des jeunes. Géraldine a fait, je ne sais pas, des centaines d'écoles. Il a visité pour essayer de parler aux jeunes parce qu'elle aussi a vécu une histoire dramatique. Son fils est parti en Syrie et il est décédé là-bas. Et c'est quelqu'un qui connaît très bien le dossier de la radicalisation et qui l'a vraiment bien approfondi. Et vraiment, c'est une femme de valeur. Et vraiment, je tiens vraiment à la remercier d'être ici aujourd'hui. Vous avez déjà eu la parole, madame. Je vous donnerai la parole après, s'il vous plaît. Je donne la parole à Malika Noor. Merci Al-Mouatine par son directeur, M. Hassan. Et je remercie de m'avoir invité. Eux deux connaissent très bien mon combat. Ils savent qu'il n'est pas loin de ce dont on parle aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que je tenais vraiment pour ces quelques minutes à être présente. Parce que je suis ici en tant que femme, tout d'abord, avant d'être ici en tant qu'artiste. On m'a toujours posé la question pourquoi je ne chante pas pour chanter, pourquoi mes chansons sont toujours engagées, pourquoi quand je suis sur scène, je n'essaye pas de faire danser plus que je chante pour qu'on m'écoute. Pourtant, je sais le faire. C'est parce que j'ai connu le radicalisme, je l'ai vécu. Avant d'être artiste, beaucoup m'ont connu à travers mon travail, ma première profession. Je suis de formation théologienne, professeur de religion islamique. Donc moi-même, j'ai souffert, donc, quand vous parlez du rejet, moi-même en tant que professeur de religion islamique, j'ai été rejetée par ma propre communauté. Pourquoi? Parce que nous sommes victimes d'une pensée unique. Et ça, c'est dans toutes les religions. Il faut l'accepter, il faut l'admettre. Et donc, je suis sortie sur scène pour dénoncer d'abord, pour dire que la pensée unique est un danger contre l'humanité. Et aussi contre tout ce dont Dieu veut transmettre comme message, qui est en premier lieu un message de paix et d'amour et de partage. Peu importe les religions monothéistes ou autres, ou même ceux qui n'ont aucune religion, nous sommes tous des humains. Nous appartenons à quelque chose de sacré, d'énorme, de beau, l'humanité avec un grand H. J'ai toujours cru, et c'est l'islam qui me l'a appris, c'est mes études théologiques qui me l'ont appris. Et donc j'ai fait des recherches dans le soufisme, j'ai souffert, j'ai tellement souffert parce qu'on m'a reproché pour que je chante la poésie soufie. J'ai accepté
J'ai choisi la poésie soufie parce qu'elle est universelle. Elle s'adresse aux juifs, aux chrétiens, aux musulmans, aux athées. Elle s'adresse à l'homme avec un grand H. Elle s'adresse à ceux qui veulent savoir que seul l'amour et le partage peut changer le monde. La radicalisation, elle existe bel et bien. Nos enfants, oui, ont été victimes de l'exclusion sociale et de l'échec scolaire. Mais nous avons aussi des écrits religieux et théologiques où il y a des réalités amères, historiques, que quand on fait des recherches, soit on est déçu, soit on change de religion, soit on devient malade, ou on déprime. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Donc, c'est pour ça, moi j'ai dit, les discours, les débats, ça ne m'intéresse pas. Il y a tant de débats, tant de mosquées, tant d'églises, tant de maisons de Dieu. On a besoin de toucher les cœurs et les âmes. J'assume ce que je dis. J'ai beaucoup de partisans, j'ai beaucoup d'ennemis pour ça. Mais je dis que la parole qui touche le plus, qui peut changer le monde, c'est la parole qui touche les âmes et les cœurs. J'ai choisi la musique, j'ai choisi le chant, j'ai choisi la poésie, parce qu'elle peut changer beaucoup de choses. Parce que c'est la beauté, c'est le côté esthétique, que l'âme, elle se retrouve à travers les poésies qui existent pour l'homme. Et vive la paix et l'amour. Merci. Merci pour ton intervention, Malika Noor. Merci. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup, Malika Noor. Merci de nous avoir honorés de votre présence. Donc, comme disait Malika Noor, il est chanteuse, il est artiste Sophie, donc il fait pas mal de festivals, pas mal de scènes nationales et internationales. Et son débat et son combat, il est vraiment très clair. C'est vraiment transmettre les valeurs de l'islam via la chanson, la spiritualité et le sophisme. Franchement, on n'a plus beaucoup de temps. Il faut aussi appliquer les jeunes, parce que le premier on va le faire et je vais dire un mot par rapport à ça. Je vous conseille vraiment à toutes ici de vous orienter vers Soumaïa. Soumaïa gère un réseau d'associations au niveau de Molenbeek, une femme très dynamique. Donc elle pourra vous réunir pour si vous avez envie vraiment d'agrandir justement ce débat, d'agrandir ce réseau et d'agir en fait sur la radicalisation, de faire des formations. Et je vous conseille aussi de bien parler avec Géraldine, avec son grande expérience en fait dans le domaine. Voilà. Et donc maintenant on va passer à table, donc on va partager tous un café, un thé, un sandwich. Et je vais remercier à toutes et tous.